Tout ce qui sera dit ci-après a été tiré de la thèse d'Élie Pélaquier, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur d'une thèse d'histoire moderne sur Saint-Victor-de-la-Coste et, accessoirement, celui qui a bien voulu être le directeur de thèse de l'énergumène que je suis. À la campagne, la hiérarchie des localités a beaucoup évolué. Certains villages sont devenus des bourgs, voire des villes, d'autres ont stagné, voire périclité. À voir le château qui trône au sommet du tertre, qui domine ses plaines viticoles, Saint-Victor-la-Coste a joué un rôle important dans la région. C'est qu'il relève des barons de Sabran, connétables du comte de Toulouse au XIIe et XIIIe siècle, entendons par là lieutenant, en garde des bords du Rhône et des possessions du comte de Toulouse, Ultra Rodanus. Il faut imaginer sans doute une forteresse assez différente de celle-ci, hérissée de tours et y rajouter d'autres dispositifs placés plus bas sur le promontoire qui accueillait également un certain nombre de maisons médiévales qui furent abandonnées à la fin du Moyen-Âge pour des demeures plus pratiques en contrebas et dans la plaine. De ce poste d'observation, les hommes des Sabrans surveillaient la vallée de la Tave et les villages qui l'animent, les terres papales qui débordaient sur la rive droite et le massif des Garrigues qui constituait une réserve de bois et d'herbage de grande importance. La seigneurie ayant perdu son caractère militaire passe au Mont-Laur, puis aux de Poitiers, puis à un bourgeois anobli, Nicolai de Bourg-Saint-Andéol, premier président de la Cour des comptes à Paris, qui trouve là à étancher sa soif d'imaginaire médiéval. La restitution 3D donnée ici peut donner une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler le château à cette époque. À la fin du XVIe siècle, le château accueille encore des garnisons pendant le conflit religieux. Après cela, le château s'endort, ou presque.